Merci Augustin pour ton invitation, qui m'honore, mais qui peut aussi surprendre le brillant panel de juristes et d'adeptes des sciences humaines convoqués à ce colloque. À vrai dire, avec le recul, je m'en étonne le premier. Je ne suis pas tout à fait sûr de soutenir l'intérêt pendant 25 longues minutes de 10 panels. Aussi mettrai-je d'autant plus de soin à tenir compte de la rubrique où je me trouve inscrit, la place du père, d'autant que ce thème est au cœur des problèmes posés par Lucien Leven, roman laissé inachevé par Stendhal aux grands dents des Stendhaliens, au cœur de ces problèmes, mais aussi, me semble-t-il, de leurs solutions. Attendez-vous donc à une thèse. La place du père, une place encombrante. Citons Mona Ozouf. C'est encore le père de Lucien Leven qui illustre le mieux l'étouffement des fils par les pères, car le père Leven est le père aimable d'un fils aimable, mais c'est précisément ce qui rend le despotisme plus efficace et plus sournois. Le père Leven pratique en manipulateur né l'anesthésie de la tendresse et occupe toute la scène du roman qui s'arrête net quand il meurt. Cet extrait d'article a l'intérêt de reproduire un trait essentiel de la doxa critique sur ce sujet. C'est le cliché stendhalien du père odieux. Bien sûr, le père de Julien Sorel, chien de Lisard, manque tuer son fils en le bousculant, le marquis de Pont-Levé, le père de Bathilde de Chasteller dans Lucien Leven, ou du père évanescent, sans caractère, dans Armance ou la Chartreuse de Parme, ou du père franchement absent dans La Miel. Ici, cependant, le cas est paradoxal. Le roman proposant le contre-exemple expérimental, alors ça c'est un autre consensus critique assez large, dans son œuvre romanesque, Stendhal expérimente les conditions de la vie heureuse. Donc, contre-exemple d'un père qu'on pourrait dire positif, faisant tout pour le bonheur de sa progéniture, et ce, dès l'épigraphe initiale empruntée à Byron. Il y avait une fois une famille à Paris qui avait été préservée des idées vulgaires par son chef, le pater familias, lequel avait beaucoup d'esprit et de plus savait vouloir. En somme, la rêverie d'une paternité heureuse. Rien n'y fait. Cette fois, c'est un père trop bon qui va faire souffrir le jeune héros. Alors j'utilise un adjectif qui a été très employé à ce propos, asphyxié par lui, comme l'avait dit avant Mona Ozouf Philippe Berthier, je cite, toute la deuxième moitié de l'ouvrage, voit se gonfler démesurément l'ombre du père, lui confère une place exorbitante, lui attribue des privilèges usurpés du protagoniste. On dirait que rien ne saurait arrêter l'irrésistible ascension de M. Leven, sa prise de poids romanesque, on ne voit plus que lui, il occupe tout l'espace, comment s'en débarrasser? En le tuant. Sinon, en l'expédiant, je cite, la vraisemblance dut-elle en souffrir, pauvre Stendhal. On trouve cette idée déjà chez Jean Prévost, qui évoque l'euthanasie littéraire de M. Leven, puis chez Georges Blin, je cite, le roman, tout entier orienté vers la physiologie, ou plutôt la pathologie du monde politique, aucune allusion, dont M. Leven père s'est fait le régisseur, passe tout entier dans le champ de celui-ci, dont on peut donc bien dire qu'il centralise à partir de là non seulement toutes les intrigues, mais même l'intrigue. Ici, ce n'est pas seulement le caractère de M. Leven, partant la relation père-fils et sa problématique qui sont en jeu, mais toute l'économie du roman, son équilibre entre les parties consacrées à Nancy et à Paris, et la question de sa fin précipitée ou de son inachèvement. Un roboratif article d'Yves Ancel, paru récemment dans la revue Stendhal, met en garde contre les pièges tendus par Stendhal à ses lecteurs. Je cite, le triste sort critique réservé à Lucien Leven prouve combien la critique des professeurs s'illusionne quand elle croit échapper aux vices imputés à la lecture ordinaire, naïve, affective, référentielle. Il rappelle en effet que cette œuvre est à ce jour, je cite, le roman de Stendhal toujours le plus méconnu. Au fond, dit-il, Lucien Leven souffre d'un évident déficit d'amour parce que le héros de cette chronique, entre parenthèses le plus balsacien des romans stendhaliens selon le discours d'Escorte, est déjà aussi un peu flaubertien. Il y a du Frédéric Moreau dans Lucien, qui n'est pas assez sublime, héroïque pour les Happy Fews. C'est pourtant le même auteur, dans un article paru en 2001, qui cite ce mot de Sartre, « Il n'y a pas de bon père, c'est la règle. Qu'on n'en tienne pas grief aux hommes, c'est le lien de paternité qui est pourri. » Sartre.
pour à son tour juger sévèrement le banquier parisien. Père pervers, Monsieur Leven donne à son fils des conseils immoraux, exige qu'il devienne un coquin, et en dépit d'une belle déclaration d'intention, je ne veux point abuser de mon titre de père pour vous contrarier, soyez libre mon fils, téléguide la vie du jeune homme, pèse de tout son poids sur ses choix, ses actions, ses amours. L'arrangement avec Madame Grandet ouvre les yeux du héros qui se rebiffe, qui comprend quel jeu on lui a fait jouer et quel était le sens profond de, alors la fameuse formule terrible de Lucien Leven, la solitude paternelle, maternelle, sempiternelle. Et il cite le roman. Oui, mon père est comme tous les pères, ce que je n'avais pas su voir jusqu'ici, avec infiniment plus d'esprit et même de sentiment qu'un autre, il n'en veut pas moins me rendre heureux à sa façon et non à la mienne. Et c'est pour servir la passion d'un autre que je m'ébête depuis 8 mois par le travail de bureau le plus excessif et dans le fait le plus stupide. Et en celle de conclure, en citant Bourdieu, écoutez bien, que toute éducation relève de la domination symbolique, constitue une dictature en puissance. Bref, M. Ancel de rapporter de rechef la singularité du roman à une surdétermination d'ordre académique, ici du dernier cri sociologique, certes, mais faisant fi d'un thème pourtant surprenant, en tout cas révélateur dans le texte que je viens de vous citer, celui de passion. Or, cette passion d'un autre, que Lucien se reproche d'avoir servi, est-on bien sûr qu'il s'agisse de politique, surtout chez un père dont le même Lucien vient de dire qu'il a infiniment plus de sentiments qu'un autre? N'y a-t-il que ruse, par ailleurs, dans la formule dont use Madame Grandet devant son mari pour lui souffler l'idée d'admettre Lucien dans leur intimité, et plus si affinité. Je cite, « Monsieur Leven est un père passionné, dit-elle. » Ou cette ruse est-elle plutôt celle du narrateur, comme nous en avait averti Ancel? Auquel cas, il faudrait revenir au dire de Lucien, lorsqu'il prête à son père infiniment plus d'esprit et même de sentiments qu'un autre, et s'interroger sur ce « et même » qui pourrait fournir une solution à plusieurs problèmes posés par le roman. On l'a vu, dès l'épigraphe, M. Leven est présenté comme homme d'esprit. C'est en quelque sorte la donnée initiale. Elle n'est pas d'emblée compatible avec le sentiment. L'esprit supposant une permanente distance critique prise avec le monde et soi-même, le sentiment au contraire engageant l'être à une proximité de principe. L'esprit commande la froideur. Le banquier, je cite, n'avait point d'humeur, ne prenait jamais le ton sérieux avec son fils. M. Leven disait « Un fils est un créancier donné par la nature ». Certes, cette froideur jouée n'exclut pas tout sentiment, à commencer par un intérêt matiné d'inquiétude pour ce fils trop raisonneur et même républicain. Reste à comprendre comment, de ce service minimal, un cynique amateur de plaisir et de mots méchants, je cite Stendhal, en vient à cette infinité de sentiments que lui reproche son fils, ainsi que les raisons profondes d'un tel reproche. D'autant que cette métamorphose qui s'accomplit au long de la partie parisienne du roman s'accompagne d'une sorte, en effet, d'appropriation du point de vue narratif qui a embarrassé plus d'un stendhalien. Pour Prévost, elle finit même par gêner l'intrigue principale. C'est que Prévost sait avec d'autres, y compris votre serviteur quand il était plus jeune, ou Martineau, l'éditeur de la Pléiade, il s'est laissé aller au charme de la fin la plus exquise de forme qui figure en marge du manuscrit à la fin du chapitre 22. Bathilde y épouse Lucien, à condition qu'il parte pour Nancy, se délivrer pour de bon du fameux soupçon qui le taraude depuis les cancans de la ville et les manœuvres de l'infâme Dupoirier. Fin admirable, certes, à condition bien sûr qu'il s'agisse vraiment de l'intrigue principale. Pourtant, Prévost, le même, a par avance noté que tout récit romanesque doit chercher la progression de l'effet. Or, l'intrigue principale, le naïf amour entre Lucien et Madame de Chasteller, Bathilde donc, ne suffit pas pour cette progression. Mais si l'intrigue principale n'était pas le naïf amour des deux jeunes gens, et si l'expérience de Nancy devenait sentimentalement et politiquement indispensable à une confrontation bien plus essentielle qu'entre le prétendu Saint-Simonien et sa belle Ultra. Le premier bénéfice en serait aussitôt de rendre la fin parfaite, imaginée un instant par Stendhal, mais non retenue par lui, moins finale,
et en tout cas moins nécessaire à l'écriture, et la relance du récit après la mort de M. Leven moins indispensable, autant dire que le roman lui-même serait moins inachevé qu'on ne le dit. Dès sa première page, le roman met aux prises père et fils, et sur un sujet essentiel à l'intrigue d'ensemble, l'emploi de Lucien. Enfant d'une famille bourgeoise, de plus républicain ou se prétendant tel, la question du métier, celle de l'utilité sociale, n'a pour lui rien d'accessoire. Aussi, l'ironie paternelle a-t-elle beau jeu de mettre le fils en face de ses contradictions. Un républicain qui fait, je cite, une guerre soutenue aux cigares et aux bottes neuves, grâce à l'argent qui lui est compté chaque jeudi pour un travail à peu près fictif chez son père, n'est pas un être très conséquent. Il n'a pas, comme dit son cousin Ernest, de consistance. Même chose dès la première page du second volume. Au retour de Nancy, il est à nouveau question entre père et fils d'un emploi pour le jeune homme, démissionnaire de l'armée après s'être fait chasser de Polytechnique au début du roman. Tout au long du récit, Lucien s'interroge ainsi sur son utilité sociale, ses capacités à tenir un emploi. Je cite, « Que devenir ? Manger le bien gagné par mon père ? Ne rien faire ? N'être bon à rien ? Attendre ainsi la vieillesse en me méprisant moi-même et m'écriant que je suis heureux d'avoir un père qui valut mieux que moi. Que faire ? Quel état prendre ? » Et c'est le plus souvent à ce père qu'il s'en rapporte pour connaître cette valeur. « Quelle opinion dois-je avoir de moi-même ? Ai-je quelque valeur ? Voilà ce que je vous demande, dit-il à son père. » Et dans les dernières pages de l'œuvre, il se félicite d'avoir fait ses preuves. Je cite, « Ce stupide travail de bureau me prouve au moins que je suis capable de gagner au besoin ma vie et celle de ma femme. Il l'a prouvé à moi, et c'est là l'essentiel. » On se demanderait presque si là n'est pas l'intrigue principale, donnant à l'œuvre sa valeur sociologique de peinture d'un âge désenchanté, annonçant celle de Musset dans La Confession d'un enfant du siècle et, pour la génération suivante, l'éducation sentimentale. Mais ce serait là ôter au roman tout le feu de la passion, je cite, dont Stendhal s'emploie sans cesse à l'animer dans ses notes marginales, à l'image de cette grande passion que le vieux banquier s'active presque obsessionnellement à prêter au jeune homme. Officiellement, il s'agit de le laver de sa réputation de saint-simonien. Le fils, que faut-il faire ? Le père, un amour célèbre. Plus officieusement, de détourner Lucien d'une autre grande passion, l'amour de Bathilde, qui fait trembler sa mère et redouter, je cite, le coup de pistolet. Plus authentiquement, il y a cette confession d'un père à son fils. Heureux qui a une passion, fût-ce d'être amoureux d'un diamant, comme cet Espagnol dont Talmand des Réaux nous conte l'histoire. Vous la chercherez en vain. La vieillesse n'est autre chose que la privation de folie, l'absence d'illusion et de passion. Je place l'absence des folies bien avant la diminution de la force physique. Je voudrais être amoureux, fût-ce de la plus laide cuisinière de Paris, et qu'elle répondît à ma flamme. Je dirais comme saint Augustin, « Credo quia absurdum ». Plus la passion serait absurde, plus je t'envierais. Ce conflit entre père et fils, s'il est largement matiné de politique, semble bien passionnel. Ici, la politique n'est qu'un champ où s'affrontent deux libertés rivales, l'une apparemment souveraine et première, l'autre encore trop dépendante matériellement et moralement de la première, et surtout consciente de n'être que seconde. Et dans cette perspective encore, le séjour à Nancy devient une première étape, une formation nécessaire avant l'affrontement parisien. L'épisode de l'échange épistolaire entre père et fils au début du séjour à Nancy est aussi révélateur que fondateur. Lucien demande son aide au banquier pour pénétrer dans la haute société nancéenne. Le père, sans rien en faire, lui répond ceci, « Il faut que vous soyez encore plus piètre qu'un Saint-Simonien ordinaire pour n'avoir pas su vous ouvrir les manoirs des nobilions de Nancy. » Il s'agit bien ici d'un apprentissage. Le jeune Lucien est désormais mis au défi de voler de ses propres ailes, mais, ce faisant, il se découvre peu à peu un talent inattendu, lui à qui on n'en reconnaissait à Paris que deux, la passion pour le travail et une tournure élégante. Il faut y ajouter qu'il savait très bien monter à cheval. Il se révèle en effet universel, séducteur. Le format de l'exercice ne me permet pas, Madame la Présidente, de développer ce point qui sera traité tout au long, pauvre Augustin, dans l'article que je vais te donner. J'y démontre que la première partie du roman, l'épisode nancéen,
tout de sentiment, ressemble fort à une préparation du second épisode parisien et apparemment tout de politique. 3 passions au sens cartésien du terme structurent les rapports entre Lucien et son père. La peur, l'admiration et consécutif à celle-ci, le sentiment d'une distance irréductible. La peur, c'est surtout des mots méchants de son père. C'est l'amour pour Madame de Chasteller qui, selon moi, réarme Lucien et lui permettra de combler cette distance pour enfin prendre l'avantage à Paris, parce que sa tendresse pour la jeune veuve, si différente qu'elle soit de celle qu'il voue à son père, se compose des 3 mêmes traits et qu'il s'entraîne au long de sa cour nancéenne à les maîtriser peu à peu. Or, ce faisant, il se révèle, comme je vous l'ai dit, contre toute attente, un authentique Don Juan. Qualité que, tombant dans les pièges signalés par Ancel, la majorité de la critique stendhalienne lui refuse, croyant sur parole le narrateur qui la lui dénie, au lieu de s'alarmer du fait que la référence au mythe et à l'opéra revient une dizaine de fois dans l'œuvre. Là, le doute n'est plus permis, je résume parce que je vais développer ça dans l'article. Dès le second chapitre parisien, à la lecture de la première version qu'a écrite sans la renier, Stendhal, d'une scène, il a dit, j'avais oublié que j'avais écrit cette version, d'une scène entre père et fils dans la loge Leven à l'opéra où se trouvent quelques demoiselles, je mets demoiselles entre guillemets. L'une d'elles, je cite la sylphide, avait été du souper donné par Lucien 8 mois auparavant. Elle essaya de lui parler avec gaieté. « Ma petite Raymonde, vous êtes plus jolie que jamais, lui dit Lucien, mais j'ai perdu la vue. Actuellement, je n'aime plus que les chevaux et la chasse. Les femmes m'ennuient. » Ce qu'il prouva en regardant uniquement le théâtre où l'on donnait Don Juan. Cette nuit fleurie, il la manifeste, plus ou moins polissée selon la circonstance, face à toutes celles qu'il séduit. Ainsi la ravissante d'Aucuncourt à Nancy, ou à Paris la femme de son ministre, ainsi que la très belle et vertueuse Madame Grandet, dont j'ai déjà parlé. Car entre bien d'autres points communs avec Don Juan, il a cette lassitude, sinon ce dégoût, Stendhal emploie même le mot d'horreur, face au désir d'autrui, surtout le désir qu'il a lui-même provoqué. Le banquier, réputé connaisseur du cœur humain, aurait dû, comme la critique stendhalienne, faire meilleur cas des intuitions de sa femme. Ainsi, tu vas prendre le triste caractère d'un Don Juan, dit Madame Leven avec un profond soupir. Monsieur Leven éclata de rire. Ah, que cela est bon! Lucien, un Don Juan, mais mon ange, il faut que vous l'aimiez avec bien de la passion. Vous déraisonnez tout à fait. Voilà ce qui arrive aux pères qui tiennent à garder la distance avec leur fils. Il ne voit pas à quel point le séjour nancéen a transformé Lucien et se laisse prendre à, je cite, l'air farouche du malheur que son fils affecte de quitter, je cite, avec un effort pénible et visible, pour prendre, je cite toujours, l'apparence de l'amour filial. Le narrateur précise certes que cet amour est sincère, mais il a bien fait comprendre que Lucien, je cite, debout contre la cheminée, joue la comédie comme il a appris à le faire chez les nobles de province. Le banquier s'est pris à ce jeu depuis quelque temps déjà. Tout au long de l'épisode nancéen, son fils l'a amusé, dit-il, notamment en lui adressant des anecdotes sur les grandes maisons du pays, et on sait quelle part prend l'amusement dans la vie d'un blasé. Puis de l'amusement, Leven passe à un intérêt plus sentimental, car il s'agit aussi d'extraire Lucien du fond de ce malheur qu'il a si bien joué. Je cite, « Par amitié pour sa femme, M. Leven s'était entièrement appliqué à résoudre ce problème. Les premiers démêlés de Lucien avec de vrais puissants obligent ensuite le banquier à manœuvrer beaucoup plus serré qu'auparavant avec eux. Et cette fois, on est plus loin de la passion, dont les motivations profondes n'échappent pas entièrement à sa sagacité. » Je parle bien sûr du père, je cite, « Tu ne m'as jamais autant amusé que depuis 1 mois. Je te dois l'intérêt de jeunesse avec lequel je suis les affaires de bourse depuis 15 jours, car il fallait me mettre en position de jouer quelques bons tours à mes 2 ministres s'ils se permettent à ton égard quelques traits de fatuité. Enfin, je t'aime, et ta mère te dira que jusqu'ici, pour employer une phrase des livres ascétiques, je l'aimais en toi. » Enfin, une scène d'aveu décrit clairement la première mâchoire d'un authentique piège narratif. Le germe de la passion qui peu à peu l'occupe, c'est une forme d'amour transitif, par personne interposée, il vient de le dire, en l'occurrence sa femme. « Vous ne pouvez vivre sans votre fils, lui disait-il, et moi sans vous. » L'autre moitié de l'étau figure en marge de la première page parisienne où Stendhal écrit que Lucien, je cite, sera sérieusement calomnié par un ministre et que cette calomnie fort bien ourdie fait que M. Leven s'attache à son fils. La passion paternelle est bien inscrite d'avance dans la trame du récit. C'est donc la grande scène de déclaration du père à son fils dans un espace explicitement théâtralisé par sa clôture préalable.
allez pousser le verrou de cette porte. Et comme Lucien revenait près de la cheminée, toujours la cheminée, savez-vous un ridicule affreux dans lequel je suis tombé, dit M. Leven avec humeur. Et lequel, mon père? Je ne m'en serais jamais douté. Je vous aime, et par conséquent, vous me rendez malheureux, car la première des Dupris, c'est d'aimer, ajouta-t-il en s'animant de plus en plus, en prenant un ton sérieux que son fils lui avait jamais vu. Dans ma longue carrière, je n'ai connu qu'une exception, mais aussi elle est unique, sa femme, bien sûr. J'aime votre mère, elle est nécessaire à ma vie, et elle ne m'a jamais donné un grain de malheur. Au lieu de vous regarder comme mon rival dans son cœur, je me suis avisé de vous aimer. C'est un ridicule dans lequel je m'étais bien promis de ne jamais tomber, et vous m'empêchez de dormir. À ce mot, Lucien devient tout à fait sérieux. Son père n'exagérait jamais et il comprit qu'il avait affaire à un accès de colère réel. Monsieur Leven était d'autant plus irrité qu'il parlait à son fils, après s'être promis 15 jours durant de ne pas lui dire un mot de ce qui le tourmentait. On note ce double indice de la passion nouvelle, le sérieux, et l'impuissance à taire le tourment. Quelques lignes plus loin, c'est plus clairement passionnel encore, que le diable t'emporte et qu'après t'avoir emporté, il ne te rapporte jamais. Je suis sûr que si je passe 2 mois sans te voir, je ne penserai plus à toi avec cette folie. Mot supprimé par la première édition de Martineau, je m'en explique dans l'article. Il est difficile d'accorder crédit à l'interprétation purement politique qui ne verrait ici qu'une savante manœuvre du banquier pour, à travers son fils, se ménager une carrière au château, ayant perdu tout intérêt pour la finance. Certes, une note en marge, datée du 20 janvier 1835, semble le confirmer, mais aussitôt après, on y lit ceci. Bon plan. Le spectateur est sûr de l'amour d'un homme quand il voit cet homme exposer sa vie à un péril certain pour jouir de son amour. Jacques Joly entend appeler pour aller au tribunal révolutionnaire. 5 heures après, le nom Jacques-François Joly, son fils. Il répond pour son fils, va à la mort. Voilà un père qui aime son fils. Question. Qu'est-ce que Leven peut faire de pis à son père et qui soit pour lui-même d'un plus pur remords sans être crime? Notons le mot de spectateur qui installe d'emblée la scène d'un drame. La terrible anecdote et l'énigmatique question qu'il a conclue confirment les intentions réelles de Stendhal, investir le père blasé d'une authentique passion de paternité, en rappelant ou annonçant ses risques physiques comme ses inéluctables conséquences sur l'amour filial. Berthier paraît bien imprudent lorsqu'avec d'autres il estime la mort du banquier expéditive et peu vraisemblable, affirmant même qu'il n'est certes pas malade. Dès la première page, on apprend que le banquier ne craint rien tant que l'air humide. Et pourtant, il s'entiche de son fils, je cite, jusqu'au point d'aller à la bourse, même les jours froids et humides, chose à laquelle, depuis le jour où il avait eu 60 ans, rien au monde n'avait pu le déterminer. Je passe faute de temps sur les nombreuses autres alertes sur ce mal de poitrine que Mme Leven redoute tant pour son mari et qui rend d'autant moins surprenant l'accident final. Reste à savoir s'il n'est que le fruit du hasard, la passion du père pour son fils le rajeunissant au point qu'il se pique aux soins de ses intérêts, puis que, se prenant au jeu, il s'y oublie jusqu'à se rêver en ministre et ruiner sa santé, ou si une plus secrète déception l'a jeté dans ce divertissement qui finira par, je cite, l'emporter. Car Lucien n'a pas tardé, une fois son père enfin charmé et confessant sa défaite sentimentale, à se lasser de cette conquête comme des autres, dont Jean. Ici aussi, il est difficile de démêler dans ses sentiments la part d'une volonté d'indépendance du reste prévue par le père. Il finira par me prendre en guignon, disait-il à Madame Leven, et si je le dirige trop et lui parle sans cesse de ses affaires, je dois me garder du rôle de père, si ennuyeux pour le fils, quand le père s'ennuie ou qu'il aime vivement, ou celle du dégoût face au tripatouillage paternel et du véritable désamour. Rappelons-nous cependant la note de février-mars. Il faut qu'il s'y trouve du plus pur remords pour ce qui n'a rien d'un crime. C'est exactement ce que Lucien ressent dans un passage significatif du chapitre 60. Lucien avait un grand remords à propos de son père, il n'avait pas d'amitié pour lui, c'est ce qu'il se reprochait souvent, sinon comme un crime, du moins comme un manquement de cœur. Remords, crime. Lucien se disait, quand les affaires dont il était accablé lui permettaient de réfléchir un peu, quelle reconnaissance ne dois-je pas à mon père? Je suis le motif de presque toutes ses actions. Il est vrai qu'il veut conduire ma vie à sa manière, mais au lieu d'ordonner, il me persuade. Combien ne dois-je pas être attentif sur moi? C'est bien le remords sans le crime, au sein même de la tendresse. Pis encore, ce père, autrefois tant aimé, admiré pour son esprit, et qui redoutait tant les ennuyeux, en devient un lui-même. Ce n'est plus pour finir ses épigrammes que son fils déserte le foyer,
mais parce que rentrer à la maison, je cite, et être aimable pendant une conversation avec son père, c'était retomber de la façon la plus désagréable dans le monde réel et, il faut avoir le courage de le dire, dans un monde ennuyeux. C'est quelques lignes plus loin que le fils désenchanté prononcera le fameux blasphème paternel, maternel, sempiternel. Conclusion. On ne saurait affirmer que Stendhal voulait faire mourir M. Leven directement de cette convenue sentimentale. Mais on ne saurait tout à fait l'exclure, sachant qu'une autre figure de la passion, de paternité, est celle-là que tout le monde connaît ici. J'ai bien vu que Lucien Leven grandit dans le paysage littéraire exactement au moment de la rédaction du roman, le père Goriot. Il paraît en feuilleton au cours de l'hiver 34-35, c'est-à-dire au moment de la rédaction des passages que je vous ai lus, et Stendhal voue une grande admiration à l'œuvre, qu'il écrit d'ailleurs à Balzac. En tout cas, cette mort survient pendant l'acte d'émancipation et de désaveu du père, la fuite à Nancy, et ne saurait en être dissociée ni être tout à fait écartée l'hypothèse paradoxale, s'agissant de ce vieillard égoïste et cynique, d'une passion de paternité aussi fatale qu'inattendue, en somme, d'un père séduit et abandonné. Elle aurait le mérite de redonner de la cohérence aux deux parties de l'œuvre et d'expliquer qu'en effet elle s'achève faute de combattants, quelques pages après la mort du père, le temps que Lucien confirme par ses choix finaux qu'il a véritablement appris à vivre sans le secours de M. Leven. Un combat d'émancipation a été mené et gagné, ne conférant au vainqueur sa liberté nouvelle qu'au prix d'un amer désenchantement. C'est confirmé le côté déjà un peu flaubertien de Lucien dont parle Yves Ancel et l'inachèvement très relatif de l'œuvre. L'intrigue principale, dans l'hypothèse que nous avons adoptée, ne pouvait pas davantage se prolonger que l'aventure nancéenne avec Madame de Chasteller qui la prépare. Et sachant que le père Goriot sort le 25 mars, chez Verdet, quoi de surprenant dans la note du 28 avril, je supprime le 3e volume, dit Stendhal. Quoi de surprenant, qui fait coïncider donc la fin du roman avec celle d'une autre passion de paternité, et campe le héros, devenu adulte, non plus devant le dôme des Invalides, comme Rastignac, mais devant le Duomo de Milano, Bologne et Firenze. L'œuvre reste inachevée sans doute, mais il ne lui manque alors rien d'essentiel. Merci de votre attention.